Emmanuel Todd était ce matin 11 janvier sur BFM TV. Il a évoqué son nouveau livre, La défaite de l'Occident. Tout un programme. On se rappellera que sur l'émission ADN avec Daniel Conversano et Alexandre Cormier-Denis, on s'était intéressé au cas de ces prophètes apocalyptiques qui nous prédisent la fin de l'Occident, la fin du dollar, etc., la fin de l'euro depuis des décennies maintenant. Bon, peut-être que cette fois c'est la bonne pour Emmanuel Todd, j'en sais rien. J'ai quand même quelques gros doutes. Emmanuel Todd, qui est un essayiste, qui a une tendance politique quand même très à gauche, de par son histoire familiale et personnelle, mais qui quand même, depuis quelques années, va de plus en plus vers le souverainisme de gauche, vers Arnaud Montebourg, quoi, pour faire simple. C'est-à-dire qu'il a de plus en plus conscience que le réel est quand même plutôt du côté de la droite, mais il ne franchit pas encore le pas. Et à mon avis, c'est pas près d'arriver. Je pense que c'est même complètement impossible pour plein de raisons diverses et variées. Mais c'est pas le sujet de cette vidéo. Alors, on revient à son passage sur BFM parce qu'il y a beaucoup de choses à dire et beaucoup de choses à critiquer. Alors, je vais revenir sur plusieurs points différents. Je vais pas vous mettre les passages pour des raisons de droit d'auteur. On y va avec cette première citation. L'obsession des Américains, c'est d'empêcher le rapprochement entre l'Allemagne et la Russie. Alors, c'est peut-être possiblement une obsession chez les Américains. Pourquoi pas? Mais je pense qu'il n'y a pas que les Américains qui sont intéressés par le fait d'éviter un rapprochement entre l'Allemagne et la Russie. Il y a également les souverainistes français, ce camp auquel appartient, de manière peut-être un peu large, mais Emmanuel Todd. En tout cas, il y a énormément de souverainistes français qui se revendiquent d'Emmanuel Todd, qui nourrissent leurs réflexions avec ses écrits. Alors quand je dis souverainiste français, je n'évoque pas tous ceux qui ont à cœur, à un niveau ou à un autre, la souveraineté nationale, parce que sinon ça fait quasiment tout le monde sur le spectre politique, enfin, hormis les gauchistes, mais ça c'est un autre sujet. Mais je parle de ceux qui se revendiquent en tant que tel, avec cette étiquette-là, souverainiste, c'est-à-dire tout ce camp qui va de Florian Philippot, Dupont-Aignan, Emmanuel Todd même, plein de gens comme ça qui se revendiquent explicitement de ce terme et qui ont pour particularité de n'envisager la France que seule, coupée de son ensemble civilisationnel européen et avec comme promesse finale le Frexit. Vous voyez un petit peu ce camp-là, mais évidemment, il y a plein de gens hors de ceux qui se réclament de cette étiquette souverainiste, qui ont évidemment la souveraineté de la France à cœur. Mais donc, parmi ceux qui se disent souverainistes et qui se réclament très souvent d'Emmanuel Todd, eh bien, on pourrait dire qu'il y a des intérêts convergents avec les Américains. Il n'y a pas que les Américains qui veulent, selon les mots d'Emmanuel Todd, éviter le rapprochement entre l'Allemagne et la Russie. Pour les souverainistes français, voir émerger une Allemagne puissance qui pourrait se passer du nucléaire français, c'est une très mauvaise nouvelle. Je rappelle qu'il y a énormément de souverainistes qui vouent une haine féroce à l'Allemagne, qui est vue comme un concurrent, voire un ennemi, un adversaire mortel. Donc finalement, entre les vilaines élites de Washington et les souverainistes français, eh bien, il y a un objectif commun. Alors il déclare ensuite, à propos de la guerre entre la Russie et l'Ukraine, ce n'est pas la Russie qui gagne, c'est l'Occident qui perd. Dans cette affirmation, il y a deux choses très intéressantes à analyser. Premièrement, l'Ukraine a complètement disparu de l'équation. Bah oui, il y a un pays agressé, l'Ukraine, un pays agresseur, la Russie, mais ça, Emmanuel Todd, qui a quand même des accointances pro-russes assez carabinés, bon, bah il aime pas trop le rappeler. Donc ça, c'est quelque chose que disent très souvent les pro-russes. Alors il y a les pro-russes conscients et les pro-russes inconscients, je ne sais pas dans quelle catégorie ils se placent, mais en tout cas, c'est toujours la même mécanique. L'idée que l'Ukraine soit envahie, en fait, ce n'est pas une défaite de l'Ukraine, mais de l'Occident. Voilà, alors l'Occident décadent, évidemment, le vilain Occident. Alors j'ai fait une vidéo sur cette question, la droite doit cesser d'être pro-russe, dans laquelle j'explique de manière très claire à quel point tout ce discours-là est totalement délirant. Mais en tout cas, voilà, premièrement, l'Ukraine, on n'en parle pas parce que, bah oui, ça serait rappeler qu'il y a un pays agressé, et ça, les pro-russes n'aiment pas trop. Alors ensuite, on a donc toujours cette diabolisation de l'Occident. C'est l'Occident qui mène une guerre contre la Russie. Il y a un véritable refus de mettre la Russie face à ses responsabilités dans cette guerre. C'est incroyable. Même s'il y a des éléments qui peuvent montrer qu'effectivement les puissances occidentales peuvent avoir une part de responsabilité dans tout ça, ça n'empêche que l'agresseur, celui qui envahit militairement une nation souveraine au nom d'un impérialisme russe évident, bon, bah, c'est la Russie. Et ça, les pro-russes, ils ont beaucoup de mal à l'admettre. Ils tapent toujours uniquement sur un seul camp, celui de l'Occident, qui est un camp qui, en plus, qui est largement fantasmé, puisqu'il y a une volonté impérialiste russe qui n'avait pas besoin de provocation de l'Occident pour y aller. Voilà, clairement, c'était un souhait qui était latent chez beaucoup de Russes, donc faut pas déconner non plus. Bref, mais là, vous voyez un petit peu la manipulation derrière tout ça. Voilà, c'est pas la Russie qui gagne, c'est l'Occident qui perd, et finalement, donc, c'est plutôt une bonne chose, et les Ukrainiens au milieu, ben, on n'en a rien à foutre, puisque on est pro-russe. Enfin, on arrive à sa déclaration choc, celle qui est mise en exergue par BFM.
La meilleure chose qui pourrait arriver à l'Europe, c'est la disparition des États-Unis. On va d'abord se tourner vers Julien Rochdy qui a tweeté là-dessus et qui a une analyse qui est très bonne. Alors il dit: «Le gros problème, l'erreur majeure que commettent absolument tous les anti-américains pro-russes dans le conflit russo-ukrainien, c'est qu'une défaite de l'Ukraine impliquera non un reflux des États-Unis hors d'Europe, comme ils l'espèrent, mais au contraire une présence accrue des États-Unis. Car la peur de l'impérialisme russe triomphant induira naturellement un désir encore plus grand des pays d'Europe de l'Est et du Nord d'être protégés. Et ils auront encore moins confiance en l'UE pour ce faire. La preuve la plus significative est l'adhésion de la Finlande à l'OTAN dès l'invasion de l'Ukraine, effectivement, laquelle sera suivie demain par celle de la Suède, puis un jour par ce qu'il restera de l'Ukraine. Autrement dit, en souhaitant la fin de l'impérialisme américain en Europe, mon souhait également, nous dit Julien Rochdy, ils favorisent par leur soutien aveugle à l'impérialisme russe, qui existe bel et bien, ne soyez pas naïfs, ce qui précisément maintiendra les États-Unis en Europe et pour longtemps. Cette analyse de Julien Rochdy, elle est excellente. Alors, premièrement, parce qu'elle rappelle ce dont je vous parlais à l'instant, c'est-à-dire que les pro-russes ne voient pas, par bêtise ou complicité, l'impérialisme russe et les torts de la Russie. Voilà, c'est incroyable de ne pas voir ça, les torts majeurs. Je rappelle que c'est la Russie qui envahit militairement l'Ukraine, quand même. C'est pas rien, qui a porté la guerre en Europe. Et ensuite, parce que oui, face à cet impérialisme russe militaire, guerrier, conquérant, bon, bah finalement, les pays d'à côté, bah, ils se tournent vers l'OTAN et vers les États-Unis. Parce que bon, bah, c'est pas vers la France qu'ils vont se tourner. Et pourtant, ce pays, c'est quand même le plus puissant militairement de l'Union européenne. Mais ça suffira pas à s'opposer à la Russie. Donc du coup, ils se tournent vers les États-Unis, le plus gros budget militaire du monde. Bon, bah, voilà ce qui se passe avec cette guerre. Et donc, comme le dit Julien, avec raison évidemment, bon, bah, c'est une erreur incroyable pour les anti-américains de soutenir cet impérialisme russe, c'est limpide. Ensuite, les États-Unis, qu'on le veuille ou non, via l'OTAN, via leur puissance militaire inégalée, bon, bah, ils jouent quand même encore un peu le rôle de gendarme du monde et surtout de protecteur de l'Europe. Alors c'est peut-être quelque chose dont on ne veut pas, qu'on voudrait changer, etc. Mais là, si demain les États-Unis disparaissent, je veux dire, l'Europe n'est pas prête, hein, pas du tout. Donc attention à souhaiter ce genre de truc quand même. Les USA nous protègent actuellement, qu'on le veuille ou non. Il faudrait y aller peut-être avec une disparition lente et graduelle des États-Unis, Emmanuel Todd, plutôt qu'une disparition immédiate. Ensuite, bon, le truc est classique, ici chez les anti-américains. Alors l'anti-américanisme, qu'est-ce que c'est au fond? C'est une pulsion du ressentiment contre la grandeur américaine, en partie. Hein. Je ne dis pas qu'il n'y a pas des éléments objectifs qui appuient cette analyse-là, attention, hein, mais il y a quand même un anti-américanisme pavlovien, à droite et à gauche, qui est du ressort de cette haine du puissant et du grand. C'est évident et il faut le rappeler. Il y a aussi bien sûr des conflits économiques, géostratégiques qui opposent les États-Unis à l'Europe, les États-Unis à la France, tout comme d'ailleurs il y a des conflits qui opposent la France à l'Allemagne, la France aussi à d'autres pays d'Europe. Hein, attention, parce que c'est sympa de ne pas vouloir un monde sous domination américaine, mais il y a énormément de gens en France, même parmi les souverainistes, hein, qui ne verraient pas d'un mauvais œil une Europe avec une domination française. On est toujours l'empire de quelqu'un et quand on est la France particulièrement. Mais donc oui, on peut bien sûr avoir des différends avec les États-Unis. Ceci étant dit, vouloir la disparition de ce pays tout entier, c'est quand même très violent. Alors, dans son laïus, Emmanuel Todd, il attaque notamment les élites malfaisantes des États-Unis, pour faire un peu caricatural, mais c'est concrètement ce qu'il dit quasiment. Hein. Mais le problème qu'a Emmanuel Todd est contre tous les anti-américains pavloviens qui veulent voir la fin de l'Occident dégénéré, des États-Unis dégénérés, etc., etc. Le problème, c'est qu'ils réduisent les États-Unis ou l'Occident à des élites malfaisantes, à des théories dégénérées qui n'ont cours que chez certains puissants dans ces pays-là, dans ces ensembles-là. Le problème, c'est que dans ce cas-là, si on dit les États-Unis doivent disparaître parce qu'il y a des élites néfastes à Washington, ça signifie que la France également doit disparaître, puisque je vous rappelle que nos élites, c'est Attal, Macron et compagnie. C'est pas reluisant non plus, très loin de là. Donc cet anti-américanisme pavlovien qui va jusqu'à même souhaiter la disparition de ce pays, hein, c'est pas rien quand même, bah, il est débile, puisque dans ce cas-là, bah, effectivement, on pourrait avoir plein de gens qui diraient exactement la même chose de notre pays, ce qui n'a aucun sens. Enfin, on voit là quelque chose qu'il est quand même très important de noter, c'est la haine autorisée. Voilà. On imagine quand même assez mal Emmanuel Todd nous dire la meilleure chose qui pourrait arriver à l'Europe, c'est la disparition du Maghreb ou la disparition de l'Afrique ou la disparition de l'Asie même, pourquoi pas. La réalité, c'est qu'il existe des pays, des ensembles qu'on a le droit de critiquer ultra violemment, alors que pour d'autres pays, d'autres continents,
on n'aurait même pas le millième de cette virulence, alors même qu'il y a peut-être des sujets aussi, hein, parce que je sais pas, moi, si à la limite je devais enlever un coin du monde, je pense pas que j'envisagerais les États-Unis immédiatement. Il y a peut-être d'autres coins du monde que j'effacerais d'abord. Voilà. Et je pense d'ailleurs que le gain pour l'Europe serait 1000 fois supérieur à celui de la destruction des États-Unis, hein, très clairement. Mais là, on a le droit de le dire. Pourquoi? Parce que les États-Unis, c'est la figure de la puissance, de la domination. C'est aussi un pays qui a été construit et qui est toujours géré par des Européens. Et donc, les Européens, on a le droit de leur taper dessus. Ce qui est d'ailleurs assez incroyable, puisque tous ceux qui tapent par anti-américanisme pavlovien sur les États-Unis, avec cette virulence-là, hein, ou avec, sur l'Allemagne, hein, on a aussi ce cas-là. Mais avec cette virulence-là qu'on voit, il y en a qui parlent par exemple de transformer l'Allemagne en parking géant, voilà, pour rigoler, mais pas tant que ça au fond. En fait, on voit une forme d'ethnomasochisme derrière. Parce que cette virulence-là qu'on a contre les États-Unis ou contre l'Allemagne, bon, bah, elle est facile parce que ce sont des pays européens, occidentaux. Et donc, on a le droit de le faire parce que la gauche nous autorise à le faire au nom de la lutte contre les puissants, au nom de la lutte contre la domination européenne, etc. Le blanc étant vu comme le mal absolu aujourd'hui. Bref, il y a une forme d'ethnomasochisme là-dedans chez les petits blancs qui s'amusent à taper avec la plus grande fermeté, la plus grande violence contre d'autres Européens, alors qu'ils n'ont pas le dixième, le centième, le millième de ces mots pour d'autres peuples du monde qui mériteraient quand même quelques critiques. Bref, voilà pour cette petite vidéo d'analyse avec toujours cette même rengaine, à la fois à gauche et même malheureusement à droite, cet anti-américanisme pavlovien qui se finit malheureusement très souvent avec des envolées guerrières martiales contre ce pays. Je suis désolé, mais moi, entre l'américanisation de la France et l'africanisation de la France, j'ai fait mon choix, même si évidemment je préférerais ni l'un ni l'autre, qu'on s'entende bien. Mais enfin, entre les deux mots, j'ai aucune hésitation sur le choix que je ferai. Voilà. Mais il y a plein de gens qui, à gauche et à droite, dans leur discours, hein, attention, parce que dans la réalité, dans le concret, c'est pas du tout la même chose. Mais dans leur discours, considèrent que l'américanisation est le pire qui puisse arriver à notre pays, que les États-Unis sont les ennemis principaux à abattre. Je suis désolé, mais c'est complètement faux. Le premier ennemi principal, c'est le gauchisme. Et ensuite vient l'immigration extra-européenne, vraiment pas loin derrière. Je peux vous dire que les élites de Washington, même si, évidemment, elles sont très néfastes, d'autant plus quand on a Biden plutôt que Trump à la tête du pays, hein. Malgré toutes leurs nuisances, malgré les conflits économiques, géostratégiques avec ce pays, etc. Bon, il y a un moment où il faut savoir hiérarchiser les ennemis. Voilà, les amis, merci à vous d'avoir suivi cette vidéo. Je vous rappelle que vous pouvez soutenir mon travail via Tipeee. Vous avez le lien en description de cette vidéo pour rejoindre la communauté Sunrise avec du contenu exclusif. Merci d'avance et à très vite.